Le carrément explosé. Le stade a explosé. Au fond des filets. Dans le haut de la boîte à pain. Lucas Saputo, merci d'être là. C'est un plaisir de t'avoir. J'imagine que tu as écumé les aéroports dernièrement. Es-tu un peu tanné des aéroports? Ah ouais, mais ça fait partie de la job, comme on dit, donc ça va. Ton mercato... Attends, question importante ici. Tu arrives à Tampa ou tu arrives en Cessna juste à côté du stade? Non, attends pas. Cessna, Bologne... Non, mais pour ceux qui ne savent pas, le Alang à Saint-Pétersbourg, tu as un aéroport qui est juste à côté, un aéroport privé où tu as des avions qui quittent ou qui arrivent aux 5 minutes. De là, la question très géographique pour commencer le show. Bon, voilà, 10 points, Olivier Brest, c'est bien. On est dans la période du mercato, début de saison. En fait, c'est peut-être ça la question plus large qu'on veut te poser dès le départ. Es-tu content de ton mercato? Es-tu content de ton entre-saison puis du boulot fait jusqu'ici, avant quelques jours seulement du début de saison? Oui, je suis très satisfait et toute l'équipe aussi. On est allé prendre beaucoup de joueurs de la Ligue. Donc, une chose qu'on voulait faire, c'est bolster the defense. Une chose qu'on a vu, avoir des joueurs de la Ligue, ça nous aidait surtout dans la adaptation. Et donc, avoir des défenseurs ou des joueurs de la Ligue, ça nous aidait beaucoup. Donc, c'est ça qu'on a vu avec Vera, Thorhalsen, Aviles, par exemple. Carmona aussi, exact. C'est tous des joueurs qui connaissent bien la Ligue et les déplacements, c'est plus facile pour eux et tout ça, ils connaissent. Comme Marco a parlé l'autre jour aussi, de Noah, ça va prendre un peu plus de temps à cause qu'il ne connaît pas la Ligue, les voyages, etc. Donc, avoir des joueurs qui connaissent la Ligue, qui ont joué beaucoup de matchs dans la Ligue, ça va nous aider beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour... Tu sais, je présume que quand vous parlez avec un agent, puis d'ailleurs, ce serait intéressant de rentrer dans le cas Noah Streit parce qu'on s'interrogeait à savoir comment il se retrouve agent libre en janvier. Mais un joueur comme ça, tu peux parler à son agent, essayer de lui expliquer la réalité d'un débarque à Montréal, va t'entraîner à Saint-Pétersbourg, va-t'en à San Diego une semaine plus tard, puis après ça, tu vas te les geler à Chicago la semaine d'après. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, c'est vraiment difficile de comprendre à quel point ça peut être taxant puis dépaysant. Qu'est-ce que vous pouvez faire, outre juste laisser le gars le vivre puis l'apprendre par lui-même? En fait, donc la première chose, il n'est pas agent libre, on va payer un transfert pour lui. OK. Donc, ça, j'ai vu des choses qui étaient agent libre, mais ce n'est pas le cas. On a payé un transfert de Basel de lui. Et on comprend mieux. On ferme ce dossier-là. Exact. ça, c'est fait. Mais il était en prêt à une équipe Neuchâtel en deuxième division, donc ils ont dû payer pour qu'il parte de là. Donc, c'est pour ça que ça a pris le temps que ça a pris. Mais on a payé un transfert pour lui, on l'a vu, ça fait quelques mois déjà qu'on le suit. Donc ça, c'est ça. Et après, c'est difficile, on l'explique, on peut entre guillemets, les montrer notre réalité puis la réalité qu'on a dans la Ligue, mais jusqu'à temps qu'ils ne sont pas ici, c'est très difficile qu'ils le comprennent vraiment. Je pense que pour Noah, pour plusieurs joueurs qui viennent ici, surtout de l'Europe, c'est pour faire une expérience différente, c'est pour to get out of their comfort zone. Et je pense pour lui, c'est un joueur avec cette volonté-là de continuer à franchir des étapes. Puis pour lui, c'est un bon challenge de venir dans cette ligue. C'est là que tu comptes aussi, puis je vais dans ton sens. Les gars qui connaissent le tabac, les gars qui ont voyagé, les Thorhalsen, les Vera vont pouvoir... C'est ce que tu espères de dire. C'est ça. Apporte un code de plus aussi simple que ça. Ouais, parce qu'on s'en va et San Diego dans tes bagages et Chicago aussi. Ouais. L'an dernier, il y avait des joueurs à l'essai aussi. Puis ça a été fructueux, Sealy, Petrasso notamment. Cette année, c'est pas quelque chose qui vous a... qui est venu à votre esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté de répéter comme expérience? Il y avait des possibilités, mais sincèrement, on était, je pense, cette année beaucoup plus à l'avant qu'on était l'année passée, ce temps. Et donc, on avait vraiment ciblé les joueurs qu'on voulait aller prendre avant que le camp commence. C'est pour ça qu'on a fait les échanges, notamment de Vera, de Thorhalsen très vite après la saison, parce qu'on voulait se préparer au maximum. Donc, quand on est arrivé au camp ici, ou juste avant le camp, on était vraiment satisfait de l'équipe et on ne pensait pas qu'on devait se servir de joueurs en trial. Wow. À ce moment-ci, tu as l'impression que c'est terminé aussi, le magasinage? Il y a toujours des options? S'il y a des opportunités, on va les faire. Peut-être il y en a un ou deux qui sont on the way out ou un ou deux qui vont rentrer, mais généralement, je dirais 90% c'est complété. C'est le gore. Ouais. Tu parlais de Noah Streit, que vous étiez sur son dossier depuis plusieurs mois. Il y a Munteanu aussi qui était dans les discussions, selon les rumeurs. Ces deux profils qui sont vraiment différents. Différents pour vos comptables, différents pour Marco aussi, je présume.
Est-ce que dans un monde idéal, 2 profils comme ça, vous les auriez ajoutés les 2? Ça peut être Munteanu ou un autre, mais je présume que dans ton fichier ou celui de Bologne, ils ne tombent pas dans la même case, là, parce qu'ils ne coûtent pas la même chose non plus. Est-ce que c'était ça l'idée, d'aller chercher les 2, puis si ça fonctionne, tant mieux, puis si on se rabat sur une des 2 options, c'est ce qui se passe? Oui, donc ça, c'est une autre chose et je veux... I want to just settle this aussi. Munteanu, on n'était pas dans la course pour lui. Je ne sais pas où est-ce que ça vient, mais it's OK. On n'était vraiment pas dans la course pour lui. Mais un joueur comme lui, par exemple, ça peut être des options. Tu en as 2 profils différents. Un plus établi, entre guillemets, puis prêt à contribuer tout de suite. Puis l'autre qui va prendre un peu plus de temps. C'est une option qu'on a regardée, qui pourrait se faire aussi. On va voir. Si vous cherchez un joueur plus établi, là, c'est mon opinion très personnelle. T'es le boss, sens-toi très à l'aise de contrecarrer ça ou d'expliquer l'envers de cette médaille-là. Je m'attendais, basé sur la volonté de Marco Donadel depuis son arrivée, dans le fond. 6e match l'an dernier, parlait très, très, très souvent de cet ailier gauche-là. Vu qu'il y avait tellement un focus là-dessus, je m'attendais à me voir un joueur plus établi débarquer. Finalement, on y va pour un projet ou un joueur moins expérimenté qui a du potentiel, qui coûte moins cher aussi, je présume. Qu'est-ce qui vous fait trancher pour ça plutôt qu'un joueur établi? Je pense qu'on oublie, Olivier, que quand la saison passée, on avait ce problème de l'ailier gauche et Ivan Jaime était la solution pour l'ailier gauche parce qu'il jouait toujours comme ailier gauche. Quand il est débarqué ici, c'était pour jouer ailier gauche et donc... Au départ, c'était toujours ça. Et donc, même cette année, oui, on parle de Jaime comme 10 parce qu'on a vu qu'il a très bien fait dans cette position, mais il n'a jamais joué cette position avant de venir ici. Et donc, peut-être la Ligue lui permet de jouer en 10 ici parce qu'il y a plus d'espace, etc. Puis il est très créatif dans le final third. Mais quand il est débarqué ici, c'était pour être notre ailier gauche. Et donc, cette année, on voit que, oui, il peut jouer au milieu comme Escobar va jouer en 10, il va être en compétition avec lui. Mais si Escobar joue, Jaime peut jouer à gauche. Si Jaime joue là, Streit peut être là-bas. Dans des situations différentes, on a Thorhallson qui peut jouer ailier gauche aussi. Donc, même Carmona aussi, qui d'habitude joue à droite, mais peut aussi être à gauche. Donc, on a des... Pour nous, la chose importante, c'était pas de get ahead of ourselves et puis de rush, je m'excuse là, mais de précipiter les choses juste parce qu'on était fixé, entre guillemets, sur ce ailier gauche. On a des ailiers gauche dans l'équipe et Jaime, même si tu lui parles, il est plus à l'aise jouer à gauche qu'au milieu. Donc, c'est toutes des choses qu'on a évaluées durant l'entre-saison. Et puis, oui, il y avait plusieurs profils pour ce fameux ailier gauche, mais on oublie que Jaime est ici et qu'il y a une option d'achat qu'on va considérer. C'est un beau luxe. T'en es où avec Ivan Jaime aussi? Parce que vous êtes gardé ça en disant on a un moment pour l'évaluer, ce qu'on ne peut pas beaucoup faire avec un joueur désigné comme ça en MLS. Pour nous, c'est une façon intelligente de faire, du moins efficace. T'en es où dans ton évaluation? Là, il y a 14 matchs. On ne sait pas à quel point il est prêt, ready to go. Il semble prêt, là, mais t'en es où dans ton évaluation d'Ivan Jaime? On est vraiment content à l'aspect humain qu'il a apporté, surtout dans l'équipe, avec les gars. Et évidemment, sur le terrain aussi, on voit qu'il peut faire la différence. Il a eu une blessure assez grave le dernier match de la saison à Cincinnati. Il faut voir comment est-ce qu'il se rétablit. Déjà, on le voit ici qu'il n'est pas ahead of schedule, mais il fait très, très bien dans sa récupération. Il n'est pas en retard, en tout cas. Il n'est pas en retard du tout. Donc, on va voir quand il retourne, mais c'est un peu le luxe, entre guillemets, qu'on a, c'est qu'il est ici 1 an, puis on a le temps de bien l'évaluer. Et lui aussi d'évaluer si c'est quelque chose que... Parce que des fois, juste mettre de l'argent sur un joueur qui ne veut pas nécessairement être ici ou il se pense à une autre part, c'est pas non plus toujours la chose idéale. Et donc, on a un type de situation reciprocal où lui, entre guillemets, il évalue aussi comme nous, on l'évalue. Donc, c'est intéressant. Mais excuse-moi, tu as géré avec ça. Est-ce que tu découvres ça? Parce que j'allais dire, c'est player empowerment. En NBA, notamment, que je suis beaucoup, les gars sont très maîtres de leur destin. Là, il va nous parler de Steve Kerr dans pas long. Il fait tout le temps ça. Oui, il va parler. Non, mais ils sont maîtres de leur destin, mais c'est exactement ce que tu dis. Il faut que le club plaise dans une certaine mesure aussi à aimer. C'est pas juste toi qui dis allez, joue puis faire mal. Exact, parce qu'à la fin de la journée, c'est les joueurs qui sont sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain, qui vit le vestiaire avec les gars, etc. Puis si tu as un gars qui ne veut pas vraiment être ici, ça va être. It's gonna affect les autres.
Et donc, mais on voit avec Ivan, il est très content, donc ça, c'est bon aussi. Deux choses. Moi, je viens de découvrir la méthode Steve Kerr? Marco Donadel. OK, d'accord. Marco Donadel, il fait rentrer des joueurs, puis après ça, il échange de position pour être capable de dire, mais on l'a toujours pas, ce gars-là, pour que tu rentres un autre gars, il va le changer de position. Il veut plus de cadeaux à Il va se Noël. ramasser avec 14 alliés gauche qui sont super bons, qui jouent à plein de places, mais il va encore avoir le luxe de dire, j'ai pas d'allié gauche. Tu parles de la volonté des deux côtés, puis de prendre le temps de s'évaluer l'un l'autre avec Jaime. Comment tu reçois quand il dit, moi, je suis 1000% certain qui vont m'acheter cet été? Est-ce que tu dis, waouh, c'est un gars qui est engagé dans le projet, ou tu dis, Absolument. hey, prends un petit 2 minutes, là, parce qu'on a quand Slow même down. 5,5 millions à claquer sur toi si. Ben, c'est une bonne chose. Je préfère ça que un qui dit non, 0% qu'ils vont m'acheter. Donc, c'est bon. Même durant la saison, évidemment, j'ai parlé un peu à tous les joueurs, savoir comment ils étaient, puis je lui ai envoyé un message, puis il m'a répondu, je suis 1000% sûr, même avant l'interview, je suis 1000% sûr, vous allez m'acheter parce que je suis prêt, je veux me prouver. Donc, c'est bien de voir ça. Vous allez. C'est quoi le plus gros facteur? C'est sa santé. Tu sais, c'est plate, là, mais puis là, ça va être très mercantile ce que je vais dire, mais c'est comme une voiture. À quelque part, tu peux avoir une voiture qui a un potentiel extraordinaire, qui est magnifique, qui va attirer tout le voisinage, mais s'il y a un problème mécanique, dans son cas, un problème physique, puis il pense à 2 fois avant de mettre beaucoup, beaucoup d'argent là-dessus. Est-ce que ça va être plus physique? Le côté humain, on s'entend que ça n'a pas l'air d'être un problème. Non. Après ça, il faut que Marco Donadel en soit satisfait puis il soit capable de faire le travail sur le terrain. C'est quoi le plus gros facteur? Ben, c'est un peu tout ensemble. Donc, C'est complexe, surtout, ben, sa santé, mais comment il contribue à l'équipe et puis comment est-ce que son profil aide le groupe aussi, parce que à the end of the day, c'est tout qui vient ensemble. Donc, on va tout évaluer. Mais on est allé prendre ce joueur, like initially, avec ce type de mécanique, c'était dans l'optique de, OK, on est évidemment très intéressé de le garder ici. Tu parles de profil. Moi, j'ai l'impression que ce type de profil-là, il y a encore de la place en MLS. Les joueurs espagnols, particulièrement le championnat espagnol, qui est loin, peut-être le plus loin quasiment de la MLS du style. Il y a encore des joueurs de qualité, des 10, un peu des Carles Reid qui peuvent jouer entre les lignes à créer le chaos. Est-ce que c'est dans cette idée-là? Est-ce que quand vous... Disons que quand on était à Marbella durant le pre-season, la première partie, je suis allé voir plusieurs matchs de la Liga 2. Ouais. Il y a vraiment des joueurs intéressants. Des fois qu'ils n'ont pas la chance d'aller en première division ou ceux en première division qui se font évidemment pas au Real Madrid, mais il y a beaucoup de talent là-bas, beaucoup de talent. Ils sont toujours bien aller chercher Sam en 3e. Oui, ben oui, c'est ça. Non, mais c'est des choses qui... Puis on en a parlé, c'est les difficultés du recrutement. Puis je pense qu'en Liga, il y a du talent. Je pense qu'en Ligue 2 française, il y a de la puissance physique. Il y a, au niveau néerlandais aussi, au niveau, je pense, du style, il y a quelque chose ça rime plus. C'est intéressant. Du moins, c'est intéressant pour moi. Je ne sais pas pour vous. On parle de Marco. C'est quoi ta relation avec Marco Donadel? Comment? Très bien. Ouais. Ben, Marco, c'est quelqu'un que on peut parler pendant des jours du foot et de l'équipe et de comment se rendre meilleur sur le terrain, mais en dehors du terrain, des choses qu'il a avec l'équipe pour rendre le groupe plus attaché ensemble. C'est vraiment, on a une bonne relation et puis je trouve qu'on se complimente assez bien dans comment on travaille. Est-ce que tu as à faire la part des choses parce que c'est l'entraîneur, puis c'est le club, c'est la vision que tu as pour le club versus ce que l'entraîneur veut maintenant? Oui, mais on a eu des bonnes discussions de les objectifs, les buts qu'on a comme club et lui comme entraîneur. Et je trouve qu'on fait bien à les mettre ensemble puis à travailler ensemble. Après, c'est sûr que Marco, comme chaque entraîneur, si on peut prendre 10 joueurs à 10 millions, c'est sûr qu'il va pousser pour ça. Mais on a une très bonne relation et je sais que Marco voit le travail qu'on a fait cette année, et puis il faisait partie de ce travail aussi, une grande partie aussi, c'est à cause de lui. Et donc, je suis très content de cette saison. Ton poste n'était pas aussi clairement défini, tu n'étais pas de l'avant comme ça quand Laurent Courtois a quitté l'an dernier, tu étais impliqué dans cette décision-là. Est-ce que tu sens un besoin, un jour ou l'autre, l'entraîneur, on va s'éloigner du dossier Marco Donadel, l'entraîneur va quitter, que ce soit parce que ça va bien, puis quelqu'un d'autre vient le chercher, que ce soit parce qu'on est allé au bout, que ce soit parce que ça va moins bien. Est-ce que tu sens l'importance de garder des distances? Tu sais, toi, tu as grandi, Marco Donadel était un joueur d'une équipe qui était dirigée par ton père. Maintenant, tu te retrouves dirigeant. C'est un gars qui est adjoint, qui passe entraîneur-coach. Vous avez bâti ça dans la dernière année ou essayé de reconstruire ça ensemble.
mais ça reste toi le patron. Comment tu navigues dans ces eaux-là? Ça doit être particulier. Oui, mais c'est important d'avoir ces relations parce que sans avoir ces relations, c'est comme on travaille dans deux silos différents. Ouais. Et ça, c'est pas non plus qu'est-ce qu'on veut. Donc, Marco, évidemment, fait partie de ce qu'on veut construire, évidemment avec les profils de joueurs aussi. À la fin de la journée, on sait que c'est des décisions toujours de club, les joueurs qu'on apporte et tout ça, mais on veut au maximum mettre Marco dans la meilleure position pour avoir du succès. Ouais. On va switcher un peu de gear, comme on dit en bon français. On a vu dans le dernier Super Draft, tu étais là au Combine, il y a Markovic, il y a Brunet qui a signé aussi, il y a Sanson que vous avez transféré aussi. En prêt. En prêt? Ouais. En prêt? En prêt, ouais. En prêt, OK. Il faut... Avec lui, l'option il a d'achat. d'achat, ouais, mais c'est prêt. Ouais. Il faut... j'allais dire c'est normal, mais c'est quoi ta réflexion? Parce que là, les gens font « Ah, c'est des gars qu'on avait chez nous, ils vont faire le bonheur d'autres équipes. » Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est un processus? C'est quoi ta position, entre autres? Ça fait voir que le Québec a beaucoup de talent. Ouais. Et juste avec Markovic, j'étais pas impliqué comme je le suis aujourd'hui, mais il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, on lui a offert un contrat pour la MLS, mais il a décidé d'aller continuer ses études au collège. Et puis, on s'est croisés à l'aéroport pour aller au Combine, puis au Final Four. Puis il était là dans les matchs, puis j'étais avec un de nos scouts, et puis on se disait, c'est le meilleur joueur, on était 100% sûr que quelqu'un le prenait, même avant nous, au 3e choix. Donc, c'est bien parce que ça fait voir le talent qu'il y a au Québec, même avec Brunet et puis des autres, mais en même temps, on peut pas, un peu comme, on commence à voir un peu comme les Canadiens au hockey, on peut pas avoir tous les Québécois qui jouent dans la Ligue, c'est impossible, mais je trouve qu'avec ceux qu'on a dans notre équipe, on a vraiment disons, un groupe fort. Même cette année, on a signé Félix Sanson qui, oui, est en prêt avec option, mais Josh qui s'est fait mal à Marbella, avec Sam Keita aussi qu'on a signé en première équipe, qui a vraiment un grand potentiel. C'est en 2009, il a 16 ans, c'est à peine 16 ans. Puis c'est vraiment des profils intéressants. Puis on voit le bassin des joueurs qui grandissent. On est très, très, très heureux, on vous le dit souvent, de vous avoir à l'écoute, mais on veut aussi vous avoir à l'écoute dans l'Extra. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, chaosport.tv, abonnez-vous à l'Extra pour non seulement avoir accès à plus de contenu de plein axe, mais aussi pour avoir accès à des concours, des tirages exclusifs parce qu'on a plein de goodies pour vous. Chaosport avec un S, un peu comme les bières qu'il y a ici en ce moment, .tv. On a eu cette discussion-là la semaine dernière, si je ne me trompe pas, quand Keita a signé. Moi, j'étais là au début de l'académie. C'est toujours une super nouvelle quand des Québécois ou des produits, c'est pas tous des Québécois, des produits du club arrivent en équipe première. Après, par contre, il y a une différence entre signer pro et avoir une carrière pro. Ouais. Dans un cas comme lui, comment vous pouvez arriver, puis il n'est pas le seul, à aller chercher des minutes de jeu, pas juste substantielles, mais d'une qualité suffisante pour que finalement, il se fasse une place en équipe pro par la suite? Parce que lui, il peut être tout seul sur son île pendant longtemps, une fois qu'il ne pourra plus jouer avec les jeunes. On a un processus vraiment défini avec lui. On a parlé déjà avec lui même avant qu'on l'a signé. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu à l'entraînement ou non, mais c'est un joueur avec un potentiel. Même pas, oui, un potentiel, mais même aujourd'hui, c'est un joueur déjà au vraiment niveau. Que s'il n'avait pas 16 ans puis il avait 26, on dirait tous qu'il pouvait être dans la Ligue, aucun problème, jouer même des matchs. C'est un jeune qui doit apprendre, mais c'est un jeune avec vraiment une ouverture à apprendre, non seulement de notre Vincenzo, notre entraîneur des gardiens, mais même de Thomas Gillier, de Seb Braza. C'est quelqu'un qui veut toujours grandir. Et puis, des fois, à l'entraînement, je te jure, la semaine passée, il y a des joueurs qui m'ont regardé et ils disent « C'est qui ce gars-là de l'académie? C'est incroyable. Il fait des choses que vraiment, c'est impressionnant pour son âge. » Donc, on a un processus pour lui cette année. C'est surtout d'être dans un environnement pro parce que les matchs, les déplacements, il va être déjà sur le banc. Donc, il va avoir cette expérience de stade, de fans et tout ça. Si on peut l'intégrer dans des 1 ou 2 matchs peut-être de championnat canadien, peut-être d'exhibition qu'on va faire durant la trêve internationale, on va trouver des opportunités pour lui. Mais on voit vraiment un futur spécial pour lui. C'est ça qu'on avait comme discussion. En fait, l'idée de développement, plutôt que prendre un 3e gardien de but de 35 ans, de 32 ans, tu décides d'avoir un gars qui
qui est dans le roster puis qui peut avoir cette expérience-là, des avions, Absolument. du transport de 5 heures à San Diego. C'est ça Ouais, l'idée. ça fait une grande différence parce que même s'il ne joue pas nécessairement le match, mais je donne un exemple, d'aller de San Diego à Chicago, changer d'heure de décalage, de comment dormir, comment récupérer, manger le jour du match, ça, c'est tout des choses que tu l'apprends en le faisant. Et donc, même moi, ça fait déjà des années que je suis l'équipe et même des fois, ça me prend du temps, tu sais, à to get used to it. Donc, avoir quelqu'un de 16 ans de faire ça, c'est important. J'ai entendu Asun qui a fait une tournée, qui fait sa job dans le fond, pour laquelle vous l'avez embauché l'année passée. Il a fait une tournée des médias pour le maillot. A touché un paquet de sujets. Il y a une phrase, puis là j'aimerais ça que tu me clarifies, que tu nous clarifies, si j'ai mal entendu ça ou s'il y a eu une situation pas à gérer, là, mais à considérer. Il a dit qu'Anadi Sinchuk est un joueur qui a choisi de rester. Est-ce qu'il y a eu un moment cet hiver où il y a eu de l'intérêt pour lui? Est-ce que peut-être sa situation est complexe? C'est un gars qui arrive de l'Ukraine, sa famille, la guerre, évidemment, donc il y a un paquet de facteurs, un peu comme Thierry Henry, qu'on pourrait comprendre s'il y a un joueur qui reconsidère un peu là où il s'en va dans sa carrière à très, très court terme. Est-ce qu'il y a eu une situation comme ça? Ou, Non, on a eu de l'intérêt pour lui, surtout Okay, après qu'il est allé à la Coupe du Monde U20. En équipe nationale. Oui, en équipe nationale. On a eu de l'intérêt, des demandes des équipes, mais il n'y avait jamais une situation où on était prêt à le vendre. Puis lui, Il y avait une décision à prendre. Non, pas du tout. Peut-être Mais ça devait être ça, en fait. Ouais, là. Non, mais l'année passée, il est venu vraiment tout seul. Il ne connaissait pas l'anglais, il connaissait personne. Et donc, l'adaptation, ça a pris quelques mois. Mais là, je ne sais pas si vous l'avez croisé, mais c'est quelqu'un qui parle anglais parfaitement. C'est incroyable. Si je pouvais apprendre le français aussi rapidement, ce serait vraiment impressionnant. Mais là, il a des amis dans l'équipe. Sa mère va venir aussi cette année. Donc, ça, c'est des choses où ça tente aussi avec elle. Donc, ça, c'est des choses que c'est difficile à expliquer, mais ça aide beaucoup, même dans le... Surtout à son âge. Oui, exact. Parce que surtout à son âge, à 18 ans, l'année passée, il devait aller à la maison, puis cuisiner ou aller chercher... Des petites choses qu'il arrive à la maison, il a sa mère, ils mangent ensemble, il a quelqu'un avec lui. C'est quelque chose que ça aide. Harry Ship, dans le temps, arrivait de Chicago, puis faire à manger, ça avait été compliqué. Tu imagines quand tu arrives de l'Ukraine. Oui, exact. À quel point le succès de l'équipe cette année passe par Sinchuk, puis passe par sa progression, parce que vous avez vendu Sealy, vous avez une belle offre. À quel point ça passe par Sinchuk? Ça passe par Sinchuk comme ça passe par Prince, par Jaime, par Escobar. On n'a pas une méga star. On a un joueur dans Anadi Sinchuk qui, pour moi, a un potentiel vraiment important, qui doit et je pense va prendre un step important cette année. C'est sûr que son succès veut dire aussi le succès de l'équipe, mais c'est pas un joueur, c'est vraiment l'équipe. Et je pense que surtout, si je peux aussi, défensivement, ça commence par la défense aussi, d'être plus solide défensivement pour donner l'opportunité à l'attaque de s'exprimer aussi. Thomas est encore en prêt jusqu'à cet été? Juillet? Pour le moment? Oui, avec option jusqu'à la fin de saison. Jusqu'à la fin de saison. Ouais. Parce que ça, c'est un facteur important en même temps. Si tu as une défense qui est solide, puis là, tout d'un coup, tu changes de gardien, c'est Sébastien qui est un profil différent, ou Keita qui est un profil très, très différent de par son âge. Ça, est-ce que c'est une priorité ou est-ce que c'est juste une situation de discussion avec Bologne puis on le garde jusqu'à la fin de l'année? C'est plus une discussion avec Bologne. Tu t'envoies un texto à toi-même, dans le fond? Ben, Thomas aussi fait partie de ce choix. Donc, mais ça, c'est une conversation qu'on va avoir dans plusieurs semaines. Mais ça va, j'espère pas être trop compliqué aussi. Je pense que l'important aussi pour Thomas, pour les autres, c'est de voir qu'on bâtit quelque chose de vraiment concret ici. Et puis, il est embarqué au projet à 100%, comme les autres qui sont arrivés. Donc, ça va pas... T'aimes sa personnalité, Thomas Gillier? Parce que nous, on l'aime en entrevue, mais pour un club, il est peut-être un peu... C'est comme ils disent, tous les gardiens, ils ont quelque chose de différent, mais Thomas, c'est quelqu'un que même au début, même quand on a parlé, ça fait plusieurs mois avant qu'on l'a signé, qu'on lui a parlé, et lui, quand il parle pour gagner. Il n'est pas ici pour visiter Tampa ou San Diego, n'importe quoi, il est ici parce qu'il veut gagner tous les matchs qu'il joue. Et c'est important parce que lui, il tire, comme les autres qui sont arrivés, le groupe vers le haut. Mais là aussi, on avait la discussion, puis je pense qu'on se met tous dans le camp de on va prendre l'optimisme avant quelqu'un de cynique qui se dit on commence 6 matchs sur la route.
Mais lui, il voit 6 matchs sur la route, c'est « Wow, c'est une opportunité d'aller chercher des points sur la route avant de revenir à la maison ». Il parle de top 4. Je me souviens l'an dernier, à la fin d'un match au Stade Saputo, il fait une entrevue à RDS, puis il promet presque une victoire à Toronto la semaine d'après, ce qui clash un peu avec le discours, je te dirais, des sportifs de manière générale, mais aussi de la vibe qu'il y avait eu avant son arrivée. Est-ce que ça met les attentes trop haut, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis tout le monde doit suivre, puis c'est un effet d'aspiration vers le haut? Non, tout le monde doit suivre, parce que si on avait quelqu'un qui dit, je fais un exemple, mais on est ici pour pas perdre au lieu de on est ici pour gagner, ça c'est deux choses très différentes. Et donc, c'est bon d'avoir des gars comme ça, et puis on voit qu'on a des gars qui se croient en eux-mêmes aussi. Hier ou avant-hier, j'ai vu les prédictions des experts de la Ligue. Et puis ça, tu dois voir l'effet que ça a dans le groupe, parce que vraiment, tout le monde, ils étaient motivés, mais là, c'est même plus de motivation. Et à la fin de la journée, le terrain va parler, puis on va voir. Mais il y a un type de disrespect un petit peu, je pense, à travers la Ligue pour nous. Donc, on a beaucoup à prouver. Ça, c'est un problème. Moi, il ne me le demande plus, là, mais aussi, moi, je suis personnellement grata à... Il ne veut plus me voir à Orlando, entre autres, parce que puis à chaque année, ils prennent... c'est difficile de faire des prédictions. Essaye de mettre dernier Orlando cette année avec Max Crépeau. Tu vas voir, ton téléphone va sonner. Mais juste pour conclure là-dessus, Montréal, puis Marco Donadel nous en parlait plus tôt cette semaine à l'émission. Montréal a toujours un certain aspect de mouton noir dans la Ligue. Là, par contre, ça semble être passé à un autre niveau, dans le sens où tu parles de manque de respect. Il y a envers l'équipe, mais il y a un peu aussi envers la direction, la famille, les propriétaires. Ça, tu le reçois comment, toi, je présume que c'est pour te motiver. Tu ne peux pas taper un ballon sur le terrain non plus. Donc, comment ça se concrétise? Comment tu réagis à ça concrètement dans ton travail? Donc, concrètement, sincèrement, je ne l'écoute pas. Je suis vraiment... tout ce que j'ai fait toute ma vie, c'est vraiment pour prouver, peut-être même à moi-même que je peux le faire, et pas nécessairement aux autres. Comme j'ai déclaré il y a plusieurs mois, comme quelqu'un m'a demandé mon nom de famille. En fait, c'est toi qui m'as demandé mon nom de famille. Puis je l'ai toujours eu. Je ne fais pas les choses pour prouver aux autres que je peux le faire. Je le fais parce que je sais que je peux le faire. Et c'est un peu la même chose ici. Même si on est allé prendre, même si on parlait de Benteke il y a quelques semaines, même si Benteke est ici, je suis sûr que les prédictions n'auraient pas été vraiment différentes. Donc, pour moi, la chose importante, c'est de mettre la meilleure équipe avec ce qu'on a sur le terrain. Je pense sincèrement qu'on a pris un grand step cette année dans les recrutements qu'on a fait, dans les joueurs qu'on a apportés. Après, on va voir, évidemment, 6 matchs sur la route, c'est très difficile. L'important sur ça, c'est oui, d'aller prendre les maximum points, mais de voir le caractère de l'équipe, de voir qu'on ne se fait pas battre tous les matchs et qu'on retourne à la maison avec 0-6. Ça, c'est l'important parce que je crois vraiment qu'on a un groupe et je sais qu'on a un groupe vraiment, vraiment motivé et puis beaucoup plus fort, non seulement tactiquement et techniquement, mais surtout mentalement, qu'on avait l'année passée. Mais ça, c'est la place sportive et même la place médiatique aussi. En tant que, je sais que tu t'impliquais un peu dans les trucs administratifs un peu à l'époque, dans la Ligue en quelque sorte. Est-ce que tu es encore impliqué au niveau comme gouvernance ou en tant que gouverneur dans les meetings aussi? Est-ce qu'il y a une place à prendre, le follow-up, est-ce que Montréal a une place à prendre ou reprendre au sein de la Ligue en tant que partenaire ou tu as l'impression que vous avez des bonnes assises? Alors oui, je fais partie, mais je ne vais pas au meeting en tant que tel. J'allais un petit peu plus dans le passé, mais là, je me concentre beaucoup plus au niveau sportif. Mais je pense que la crédibilité, ça vient dans les bureaux, mais et sur le terrain aussi. Ouais. Et oui, peut-être l'année passée, c'était une année difficile, comme plusieurs équipes peuvent l'avoir, mais c'est de voir qu'on travaille dans la bonne manière, qu'on travaille sérieusement et puis qu'on prend un step. C'est pas de répéter la même saison que l'année passée, c'est plus ça. Comment ça marche, ces meetings-là de gouverneurs? C'est comme un peu mythique, là. Que ce soit au hockey, que ce soit en MLS. Tu as des journalistes qui sont là pour le couvrir ou qui ont des informations quand ça sort. Mais les rencontres en tant que telles, on en sait peu. On en sait peu aussi sur ce qui se passe autour parce que je présume que c'est une occasion de rencontrer des gens, de faire du networking. Je ne sais pas si tu vas bruncher avec Arthur Blank ou comment ça fonctionne, mais as-tu été, les premières fois que tu es allé... Dans la cafétéria du Home Depot. Et il prend son café noir, Arthur, de ce qu'on me dit. Mais ton expérience de ça, c'était quoi? Y a-tu des choses qui t'ont un peu saisi? C'est quand même des grosses pointures. Oui, mais c'est très intéressant. Ça fait déjà plus qu'1 an que j'y vais pas à ces meetings, mais surtout comme
assez jeune dans la business, de pouvoir être dans la salle avec des personnes vraiment influents et intelligents et en termes de business, c'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant. Et surtout de voir les perspectives différentes de différentes personnes, parce que tu en as comme Arthur Blank, plus dans les business, mais qui a le côté football américain aussi, d'autres dans media, d'autres dans des catégories de business différents. Il y a Will Ferrell. Oui, exact. Mais lui, je ne l'ai jamais vu. mais c'est intéressant parce que tu es dans la salle avec des personnes vraiment intelligentes, puis tu peux toujours apprendre. Et puis j'ai beaucoup appris de ça, mais c'est intéressant de voir les différentes perspectives de chaque personne. Dans une même ligue. Dans une même ligue, mais dépendamment d'où est-ce qu'ils viennent. Dans cette ligue-là, il y a, j'allais dire, le bloc canadien, mais je ne sais pas si on peut te parler de Vancouver. Ça brasse présentement Vancouver. Toi, de ta position, est-ce que tu es inquiet de ça? Qu'est-ce que tu en penses de Vancouver? Alors, je ne suis pas inquiet plus pour le soccer canadien. J'espère que c'est bon pour la Ligue et c'est bon évidemment pour le soccer canadien d'avoir une équipe à Vancouver, comme avoir l'équipe à Toronto et à Montréal. Donc c'est sûr, à ce côté-là, ça m'implique, mais pour le reste, sincèrement, je ne suis pas trop le sujet. J'espère qu'ils peuvent trouver la solution avec le stade. Il y a le stade à Vancouver. Il y a un centre d'entraînement qu'on souhaite construire, centre d'entraînement national de Canada Soccer. Il y a de l'intérêt en Ontario. Il y a officiellement de l'intérêt maintenant à Montréal. Sportivement, ça pourrait changer quoi? Parce que là, il y a la saison d'hiver qui s'en vient, qui va, je présume, poser un problème tantôt parce que vous n'avez pas les installations. Quoique vous allez sauver un peu d'argent sur ces camps d'entraînement-là aussi, parce qu'on faisait le calcul, je ne sais pas ça vous coûte combien, mais on essayait de faire le calcul. Donc, il y a peut-être, puis là je rentre dans des détails qui sont 100% spéculatifs, là, mais il y a peut-être une opportunité d'investir là-dedans pour que ça serve plus qu'une organisation, pas seulement Canada Soccer, mais vous aussi. À quel point, toi, tu pousses à l'interne pour ça, puis à quel point ça changerait complètement votre réalité, puis ça vous cimenterait à Montréal malgré le calendrier hivernal? C'est sûr, ça nous aiderait. Je suis vraiment pas impliqué dans les discussions, c'est plus au niveau administratif avec Gabriel et même avec le board aussi, avec mon père. Mais c'est sûr que ça serait quelque chose de très intéressant pour nous aussi, surtout avec le changement de calendrier. Mais plus de ça, d'avoir le centre de formation national dans notre backyard, c'est évidemment, ça serait un gros plus, mais je sais qu'il y a deux options vraiment importantes. Ça revient à deux choses, parce qu'il parle du talent québécois. Je pense que ça serait encore de remettre en valeur, puis injecter aussi un truc important pour le soccer québécois. Et l'autre chose, tu parlais d'Arthur Blank. Lui, il fait ça pour les États-Unis en ce moment. C'est se positionner. On parlait d'influence, on parlait de comment être moteur, comment aussi avoir une voix à travers la Ligue, mais aussi à travers le soccer canadien. Ça serait un équipement extraordinaire pour le Québec. Et comment t'arranger pour que les gens arrêtent de te demander si l'équipe va déménager? Ça, ce serait un autre dossier. Oui, les médias, c'est un mal nécessaire, malheureusement. On est un mal nécessaire aussi. Peut-être, on va tranquillement finir, mais tu parlais de progression aussi. Est-ce qu'il y a des indicateurs cette année qui vont dire, ça y est, on avance? Qu'est-ce que tu vas regarder particulièrement sur l'ensemble de la saison? Bien, les résultats, évidemment. Comment est-ce nos joueurs qu'on a apportés, qui progressent aussi, statistiquement, mais aussi en termes de KPIs puis tout ça. Mais la chose, pour nous, est super importante, c'est jouer jusqu'à la fin pour quelque chose. On ne veut pas jouer le dernier match de la saison pour rien. Pas pour rien, mais je veux dire qu'il y ait un enjeu à la fin. Qu'il y ait un enjeu à la fin, que ce soit avoir home field advantage, que ce soit rentrer dans le play-out, c'est avoir un enjeu à la fin de la saison. Ça, pour nous, c'est le but. Après, il y a des objectifs à l'interne pendant, par exemple, les 6 premiers matchs qui vont rester à l'interne pour l'instant avec l'équipe. Mais déjà, avoir non seulement l'objectif du club, mais avoir dans ça les objectifs de l'équipe aussi qui poussent. C'est quelque chose qu'on n'avait pas l'année passée, par exemple, et donc ça, c'est important aussi. Est-ce que je comprends que vous établissez des objectifs de club qui sont sur la saison? Exact. La saison est tellement particulière, de toute façon, vous commencez avec 6 matchs sur la route. Après ça, il y a une moitié de saison qui n'est pas vraiment une moitié de saison avant une grosse trêve pour la Coupe du Monde. Donc,
le macro, c'est le club, puis après ça, c'est à Marco avec son équipe de faire des objectifs qui sont plus bite-size en cours de route? Oui, parce qu'on sait que même si on gagne les 6 premiers matchs sur la route, qui serait un rêve, ça ne se joue pas dans les 6 premiers matchs. Qu'on les gagne ou qu'on les perd, ça se joue étape par étape. Donc, il y a les 6 matchs sur la route, les fameux 6 matchs, 7 matchs d'habitude qu'on joue sur la route, mais ça ne veut pas dire que ça se joue tout là. Donc, on a après un chunk avant la Coupe du Monde. Et puis, cette année, c'est particulier parce que c'est presque deux saisons. Ouais. Et donc, on a vraiment... L'année passée, par exemple, quand on a fini le mercato, je pense qu'on avait peut-être 8 matchs, 10 matchs. Une dizaine max. Peut-être. À peine. Et là, on en aura presque 20, ou 20, exact. Donc, on sait que ça va jouer dans des différents moments, puis on sait dans cette ligue, quand tu commences à être hot, ça peut vraiment tout changer. Donc, il faut vraiment prendre étape par étape pour les matchs. La Coupe du Monde, tu vas voir quel match? C'est déjà décidé? Alors, L'Italie n'est pas là encore, là. Exact, donc je vais rien dire, mais un match à Toronto, je pense que c'est le 12 juin, j'ai encerclé peut-être, si l'Italie le fait, Canada-Italie, ce serait beau à voir. Oh, Canada, Pays de Galles aussi peut-être, non? Aussi. Oui. Il faut demander à la CSA pour des billets, c'est difficile à les avoir. Bon, oui. Mais... Quand Lucas Saputo dit que c'est tough avoir des billets, là, bonne chance. Il y a un tirage, si jamais, Lucas, je peux te donner le lien aussi, Merci, si tu veux. merci. Ouais. Ce qu'on comprend aussi en terminant, c'est que tu vas nous offrir, toi, vous n'étiez pas content des prédictions des experts de la MLS. On va avoir ton classement bientôt aussi de prédictions aussi. OK, c'est bon, on le fait off-air. Off-air. Parfait, ça sera pour les abonnés aussi. C'est le signal. Ouais, ça serait dans l'extra. Dans l'extra, merci. Merci d'avoir fait ça. Bonne saison, Lucas. Merci. Merci.